Vous regardez Histoire d'âme, une exclusivité de notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire, nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir plus d'histoires originales et sincères. Merci de faire partie de la famille Histoire d'âme. La rue principale était beaucoup plus calme la nuit que le jour. Les petites boutiques avaient toutes fermé, ne laissant que quelques cafés avec des flaques éparses de lumière jaune chaude se déversant sur la rue pavée de briques, scintillant faiblement sous une pellicule de brume. À l'autre bout de la rue, l'enseigne de la clinique communautaire brillait encore, la lumière fluorescente blanche coupant le verre et projetant un faisceau pâle sur le tronçon de trottoir vide devant. Anna Voss, 34 ans, infirmière en chef à la clinique, était penchée sur son bureau, triant des dossiers de patients après une longue journée. Née et élevée dans cette ville côtière, elle avait autrefois rêvé de devenir infirmière dans un grand hôpital de Portland. Mais il y a 3 ans, après la mort de son mari d'une maladie rare, Anna avait décidé de rentrer chez elle, reprenant le travail à la clinique communautaire pour prendre soin des gens avec qui elle avait grandi. Sa vie était depuis devenue calme et privée. Elle avait l'habitude de se lever tôt, d'aller travailler et de rentrer dans son petit appartement loué à quelques pâtés de maison de la mer, passant ses soirées à lire ou à faire de la pâtisserie. Elle ne fréquentait plus personne, ne rêvait plus d'avoir une famille. Tout ce qu'elle voulait, c'était aider les gens et vivre une vie paisible. Ses mains tremblaient légèrement de fatigue, mais son habitude était de tout laisser en ordre avant de partir. Un courant d'air marin s'insinua par la fente de la porte, faisant doucement sonner le carillon éolien. Anna leva les yeux, prête à dire « Nous sommes fermés », comme elle le faisait toujours, mais les mots s'arrêtèrent sur ses lèvres lorsqu'elle vit l'homme debout dans l'embrasure de la porte. Il était si grand qu'elle dut pencher la tête un peu plus pour voir tout son visage. James Boone, environ 38 ans, un homme qu'elle avait vu quelques fois au marché fermier le samedi matin. Il portait généralement une vieille chemise en flanelle, un sac de pommes ou quelques tartes, et n'avait jamais échangé plus de 3 phrases polies avec elle. Mais ce soir, il ne portait pas de course, et il ne souriait pas poliment. Il se tenait là, ses larges épaules bloquant une partie du vent froid, ses mains dans les poches d'un épais manteau, son regard fixé directement sur elle. « Bonsoir. » Sa voix était basse et chaude, calme mais assez forte pour s'élever au-dessus du vent à l'extérieur. Anna hocha la tête et posa le dossier. « Désolé, la clinique va fermer. Avez-vous besoin d'aide pour quelque chose ?» Il entra complètement, laissant la porte se refermer derrière lui. Puis, sans préambule, il dit simplement « Je vais vous construire une maison, et vous m'aiderez à construire une famille. » Les mots ressemblaient plus à une promesse qu'à une proposition. Anna cligna des yeux plusieurs fois, certaine d'avoir mal entendu. « Pardon, qu'est-ce que vous venez de dire ?» James resta où il était, la lumière fluorescente captant les plans bronzés de son visage et ses traits vifs. Sa voix ne vacilla pas, chaque mot était délibéré. « Je construis une maison, sur le terrain près de Gull Point. Je ne veux pas que ce soit juste une maison. Je veux que ce soit un foyer, et je ne peux pas faire ça seule. » Elle laissa échapper un petit rire, à moitié surprise, à moitié essayant de repousser ce moment étrange. « C'est votre idée de flirter ?» ?»« Pas exactement. » Son regard resta calme. « Je suis sérieux. » Anna croisa les bras, se sentant comme si elle venait d'entrer dans une histoire sans que personne ne l'ait prévenue du script. « Nous nous sommes parlé, peut-être 2 fois, et maintenant vous voulez construire quelque chose avec moi qui ressemble à l'éternité ?» Il haussa légèrement les épaules. « J'ai vu la façon dont vous travaillez, ici, au marché fermier, quand vous avez aidé un vieil homme à aller à sa voiture parce qu'il ne pouvait pas tenir debout. Vous vous souciez des gens. Vous aimez cet endroit. C'est le genre de personne avec qui je veux construire. » Le mot « construire » avait les 2 significations, et Anna les entendit toutes les 2. Elle faillit faire une blague pour briser le sérieux dans ses yeux, mais ne put pas. Il y avait quelque chose chez lui, une stabilité, une certitude qui l'empêchait de le prendre pour une blague bizarre. « Vous ne savez rien de moi, » dit-elle doucement. « Peut-être pas tous les détails, » hocha-t-il légèrement la tête, « mais je sais que vous n'êtes pas facilement effrayé. Vous avez traversé beaucoup de choses, et vous êtes toujours debout. C'est une base assez solide pour construire un foyer. » Elle resta silencieuse. Depuis la mort de son mari il y a 3 ans, Anna avait gardé son cœur bien verrouillé. Elle ne vivait que pour le travail, restant loin de tout ce qui pourrait la blesser à nouveau. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement. James la regarda droit dans les yeux. Son regard gris cendré semblait contenir son image. « Parce que je crois que vous comprenez la différence entre une maison et un foyer,
et je pense que vous êtes assez courageuse pour m'aider à construire ce dernier. » La réponse n'était pas douce ou édulcorée, mais elle resta en elle comme un écho profond. Dehors, le vent marin soufflait toujours, portant l'odeur du sel et du bois humide du port. Elle sentit une trace de chaleur s'insinuer dans la pièce qui avait toujours été froide. Elle eut un léger sourire, cette fois pas entièrement par dérision. Vous savez, la plupart des gens commenceraient par une tasse de café, ou peut-être un dîner. Le coin de sa bouche se souleva légèrement comme s'il révélait un secret tranquille. Je ne suis pas la plupart des gens. Anna ne savait pas pourquoi elle le croyait, et c'est ce qui, plus que tout, la troublait le plus. Le terrain à Gullpoint se trouvait juste au bord de la route côtière, où chaque matin, la lumière du soleil semblait verser du miel sur l'eau. De là, on pouvait regarder droit sur l'étendue infinie de l'océan, où des vagues aux pointes blanches roulaient vers la pointe rocheuse et se brisaient comme les applaudissements de la nature. L'odeur de sel marin était toujours dans le vent, se mêlant à l'herbe sauvage et à la résine de pin. Autrefois, c'était le site de la petite ferme de bois de la famille Callahan, l'un des vieux noms bien établis de la ville. La maison en bois peint en blanc avait autrefois brillé au soleil, ses fenêtres s'ouvrant vers la mer, des rideaux bleu pâle flottant dans la brise d'été. Mais après le décès de la vieille madame Callahan, ses enfants se dispersèrent, laissant la maison à la merci du vent, de la pluie et du temps. Le toit s'effondra, les murs pourrirent et la cour de devant devint sauvage avec de l'herbe à hauteur de taille. Lorsque James acheta le terrain, beaucoup supposèrent qu'il allait tout démolir et embaucher une équipe de construction pour élever une nouvelle maison en quelques mois seulement. James avait de l'argent, tout le monde le savait, mais il choisit une autre voie. Dès le premier matin, son vieux pick-up gris-bleu était garé au coin de la propriété. James portait une chemise en flanelle, des gants en cuir et un jean délavé. Il n'y avait pas le rugissement des machines lourdes, seulement le bruit d'une pelle qui cassait le sol, d'un marteau qui enfonçait des clous et du vent marin qui se précipitait à travers les grands pins. Il travaillait avec une lenteur et une patience qui donnaient l'impression qu'il s'occupait de quelque chose d'inestimable. Quelques ouvriers locaux furent embauchés pour les gros travaux, arracher les racines, nettoyer les débris, mais du nivellement du sol à la construction de la charpente et à la mise en forme du bois, chaque partie passait par ses mains. Anna n'avait jamais eu l'intention de le suivre, mais chaque fois qu'elle passait en voiture sur le chemin de la clinique, ses yeux le cherchaient instinctivement. Certains jours, le ciel était gris, le vent coupant froid, et il était penché, mesurant chaque ligne de la fondation. D'autres jours, le soleil flambait, la sueur trempait le dos de sa chemise, mais son rythme ne faiblissait jamais, stable, comme un homme qui savait exactement ce qu'il construisait pour l'avenir. Un après-midi, Anna s'arrêta, lui apportant une bouteille de limonade fraîche. Il leva les yeux, ses yeux gris cendrés clignotant avec une légère surprise avant qu'il ne hoche la tête. « Merci. » Elle pensa que c'était la fin de l'histoire, mais le lendemain matin, un petit paquet en papier brun attaché avec de la ficelle était posé sur sa porte. À l'intérieur se trouvait un porte-clés en bois sculpté en forme de coquillage, avec un minuscule H gravé sur le côté. La faible odeur d'érable fraîchement poncé persistait, comme s'il tenait encore la chaleur des mains qu'il avait fabriquées. Une autre fois, elle lui apporta une boîte de biscuits à l'avoine fraîchement cuits. Il les accepta sans grand commentaire, les posant de côté alors qu'il continuait de travailler sur un long banc de pain. Le lendemain, un autre cadeau apparut à sa porte, un grand vase élancé tourné dans de l'érable, ses grains tourbillonnant comme des vagues océaniques. Ce vase fut la raison pour laquelle elle acheta des fleurs pour la première fois depuis des années. Un samedi matin, Anna apporta un bouquet de tulipes jaunes du marché avec le vase qu'il lui avait donné. James se tenait à l'intérieur de la charpente nouvellement érigée de la maison. Il prit les fleurs, la laissa les placer dans le vase et le posa juste sur le rebord de la fenêtre face à la mer. La lumière de l'après-midi filtrait à travers la charpente en bois, allumant les pétales jaunes dans un éclat de couleur contre la poussière du chantier. « Vous venez de poser la première brique de ce foyer, » dit-il doucement, ne la regardant pas, mais sa voix atteignit quelque chose de profond en elle. Anna resta immobile. Elle ne savait pas s'il parlait des tulipes ou de sa présence. Dans les semaines qui suivirent, ses visites sur le site devinrent une routine tranquille. Certains jours, elle apportait du café chaud, d'autres jours, quelques muffins. En retour, il lui donnait de petites choses faites à la main, un cadre photo en bois, un porte-lettres, une cuillère en bois poncée en douceur. Un après-midi venteux, elle arriva et le trouva debout sur l'échafaudage, essayant de garder son équilibre alors que les rafales de la mer fouettaient fort. Une grande planche bascula soudainement sur le côté. Anna poussa un cri d'alarme. James l'attrapa et sauta, lui adressant un sourire rassurant.
Je vais bien. Ici, le seul vrai danger est d'oublier son casque. Mais elle vit la longue coupure le long de sa main. Sans un mot, elle sortit de la gaze et du coton de son sac et enveloppa soigneusement la plaie. Il resta silencieux pendant qu'elle travaillait, son regard suivant son visage, tandis qu'elle sentait la chaleur de sa peau à travers le bout de ses doigts. Un soir de week-end, lorsque le travail de la journée fut terminé, ils s'assirent sur les marches inachevées, regardant le coucher de soleil transformer la mer en cuivre fondu. La brise portait du sel et ses cheveux s'y soulevaient. James demanda « Pourquoi êtes-vous resté à Gullès Point ?» Elle resta silencieuse pendant quelques secondes avant de répondre. « Parce que c'est le dernier endroit qui conserve encore les souvenirs de mes parents. Et je voulais faire quelque chose de significatif ici. » Il hocha la tête, les yeux sur l'horizon. « Moi aussi. Certains endroits ne sont pas seulement des points sur une carte. Ils font partie de qui vous êtes. » Après ce jour, leur conversation ne portait plus seulement sur les briques ou les planches. Ils partageaient des histoires de pertes, de recommencement. Tous deux avaient fait face à de lourdes chutes, et tous deux comprenaient la valeur de construire quelque chose lentement, régulièrement, que ce soit une maison ou une relation. Une fois, quand elle le taquina, à ce rythme, ça vous prendra 1 an pour finir. Il eut un rire discret. Certaines choses ne peuvent pas être précipitées. Un foyer en fait partie. La façon dont il le disait lui fit penser qu'il ne parlait peut-être pas seulement de la maison. Elle réalisa qu'au milieu des coups de marteau, du sciage et de l'odeur du bois fraîchement coupé, quelque chose d'autre prenait forme, quelque chose qu'aucun plan ne pouvait capturer, quelque chose que personne ne pouvait mesurer en pouces ou en profondeur. C'était la confiance. Et à chaque coup de son marteau, il ébréchait le mur qu'elle avait construit autour de son cœur depuis 3 ans. En mai, la brise marine à Gullespoint était devenue plus chaude, portant une odeur de sel plus douce et l'humidité du brouillard matinal. Les routes étroites le long du rivage éclataient en couleurs à mesure que les fleurs sauvages s'épanouissaient. Mais en même temps, un autre genre d'agitation commença à se répandre dans la ville, le genre de rumeurs qui faisait frissonner. Les rumeurs se répandirent rapidement, commençant par le café de la rue principale, dérivant vers le petit magasin d'épicerie des Owens et bourdonnant à travers le marché fermier du week-end. Une grande société immobilière de la ville avait un œil sur ce tronçon de littoral. Lorsque Richard Garrett arriva, les rumeurs cessèrent d'être de simples bavardages. Il vint à Gullespoint dans un costume gris argenté parfaitement taillé, des chaussures en cuir noir poli, les cheveux coiffés en arrière avec précision et un sourire si bien répété qu'il aurait presque pu passer pour de la bonne volonté. Son VUS noir brillant s'arrêta en plein milieu de la place de la ville, et à côté du rond-point, un immense panneau d'affichage venait d'être installé, portant le logo de Coastal Horizon Développement et les mots « Revitaliser notre littoral, apporter l'avenir à Gullespoint ». Cela semblait poli. Mais pour Anna, qui était infirmière à la clinique communautaire depuis plus de 10 ans, des mots comme « revitalisation » cachaient souvent une autre réalité, la gentrification, le processus par lequel les résidents de longue date étaient poussés hors de l'endroit même où ils appartenaient pour faire place à des stations balnéaires rutilantes destinées aux riches. La réunion communautaire de ce soir-là était plus bondée que d'habitude. Les habitants remplissaient les bancs en bois de la mairie, la plupart d'entre eux des visages familiers dont Anna avait autrefois pris soin en tant que patient. Garrett se tenait au pupitre, posant ses mains légèrement sur le bord comme pour paraître accessible. « Nous voulons transformer Gullespoint en la première destination côtière de l'Oregon, dit-il. Une station balnéaire en bord de mer, un quartier commerçant haut de gamme, une marina moderne, tout cela apportera des emplois, attirera le tourisme et augmentera la valeur des propriétés pour tout le monde. » Quelques applaudissements dispersaient 20 de jeunes résidents qui venaient de s'installer, mais la plupart de la salle resta silencieuse. Depuis son siège au milieu de la rangée, Anna jeta un coup d'œil autour d'elle et croisa les yeux inquiets de personnes comme Margaret Dawson, Ed Murphy et les Price, des gens qui avaient vécu ici toute leur vie. Le plan de Coastal Horizon ne tarda pas à révéler sa vraie nature. Juste une semaine plus tard, plusieurs foyers reçurent des invitations à vendre leurs propriétés à un prix attrayant, accompagné d'un avertissement selon lequel les taxes foncières augmenteraient bientôt en raison de la réévaluation de la valeur marchande une fois que le projet commencerait. Pour les retraités vivant avec un revenu fixe, c'était aussi bon qu'un avis d'expulsion. Un mardi matin, alors que Anna vérifiait la tension artérielle d'un patient à la clinique, Margaret Dawson, 78 ans, entra de manière inattendue. Elle n'avait pas de rendez-vous, elle s'assit simplement, ses mains tremblant alors qu'elle sortait une pile de papier de son sac. « Ils m'ont envoyé ça, dit-elle, ils disent que si je ne vends pas, mes taxes vont doubler. » « Comment ? Comment suis-je censé payer ça, Anna ?
sa voix tremblait. Anna survola les documents. Le langage était soigneusement élaboré, pas de menace directe, mais conçu pour faire sentir au destinataire qu'il n'y avait pas d'autre choix. Elle serra l'épaule de la vieille femme. Ne signez rien pour l'instant. Nous trouverons une solution. À l'intérieur, cependant, Anna sentit une vague de chaleur. Elle savait qu'il suffirait d'une seule augmentation de taxes ou d'un ordre de réparation obligatoire pour forcer les seniors à quitter les maisons qu'ils aimaient. Au cours des semaines suivantes, d'autres histoires comme celle de Margaret firent surface. On dit à Tim Harris, un pêcheur à la retraite, que son quai ne respectait pas les nouvelles normes de sécurité et qu'il serait démantelé à moins qu'il n'envisage une autre option, c'est-à-dire vendre à Coastal Horizon. Les Price reçurent des amendes pour des violations du code du bâtiment en raison d'un toit qui fuyait, et le coût des réparations était si élevé que vendre semblait être le seul moyen d'éviter la dette. Pendant ce temps, Garrett gardait sa personnalité polie intacte. Il se présentait aux inaugurations de magasins, aux ouvertures de nouvelles boutiques et aux foires locales, serrant toujours des mains, souriant et disant des choses comme « Nous apportons l'avenir à Gullpoint ensemble ». Mais tout le monde savait que sous cette poignée de main lisse se cachait le véritable moteur de son plan, un réseau d'avocats, de courtiers et de contrats assez tranchants pour couper. Anna commença à remarquer les réactions de James chaque fois que le nom de Garrett était mentionné. Il ne se joignait jamais à la conversation, mais de temps en temps, ses yeux s'assombrissaient, sa mâchoire se resserrant, surtout lorsqu'il entendait la nouvelle qu'une autre propriété côtière avait été vendue. Il continuait de travailler régulièrement sur sa maison, mais Anna commença à se demander, le terrain de James à Gullpoint était-il dans la ligne de mire de Garrett? Un après-midi, alors que Anna fermait la clinique, elle aperçut le pick-up gris bleu de James garé au bord du trottoir. Il parlait avec Ed Murphy, le propriétaire de l'ancienne boutique de bois au bout de la rue. Ed avait l'air contrarié, serrant une enveloppe blanche. James la prit, la lut rapidement, la plia et hocha la tête. Quand il croisa le regard de Anna, il fit un bref signe de la main avant de se retourner vers Ed. Le moment passa rapidement, mais Anna en avait vu assez pour percevoir la gravité de son expression. Elle marcha vers sa voiture avec des questions tourbillonnant dans son esprit. James en savait-il plus qu'il ne le laissait paraître, et l'intérêt de Garrett pour la ville était-il personnel pour lui? Ce soir-là, en passant devant le chantier de James, elle le vit encore là, même si le crépuscule était déjà tombé. Les lumières du chantier projetaient un cône d'or étroit sur le sable. Son ombre s'allongeait, sa silhouette plus calme que d'habitude. Elle s'arrêta, presque prête à l'appeler, mais ne le fit pas. Il y avait un sentiment distinct que James gardait une partie d'une histoire, une qui était directement liée à la tempête qui se dirigeait maintenant vers Gullpoint. Anna n'était pas ingénieure, ni avocate, mais elle comprenait Gullpoint d'une manière qu'aucun document gouvernemental ne pourrait jamais capturer. Elle savait qui, à la mairie, avait tendance à s'attarder sur son café du matin, qui était plus aimable si vous apportiez des papiers l'après-midi, quel guichet avait les files d'attente les plus courtes, et tous les petits détails que les nouveaux arrivants manquaient souvent, le genre de choses qui pouvaient encore faire renvoyer une demande de permis. Lorsque James décida de construire sa propre maison sur la pointe rocheuse, elle savait qu'il allait entrer dans un labyrinthe de procédures avec Garrett qui se cachait quelque part à l'intérieur. Coastal Horizon de Garrett était connu pour ses suggestions d'ajustement et de retour d'informations de la communauté en temps opportun pour le bien public, qui ne servaient en réalité qu'à retarder ou à augmenter les coûts d'un adversaire. Pour un étranger comme James, une seule erreur sur un formulaire pouvait signifier perdre des semaines, voire des mois. « Laissez-moi vous aider à déposer les permis à la mairie », dit Anna un après-midi alors qu'elle s'arrêtait au chantier. Il se tenait sur la charpente du premier étage, tenant un plan et un mètre ruban en acier, le soleil de fin de journée se déversant sur la flanelle de ses épaules comme du miel chaud. James leva les yeux, la surprise clignotant dans ses yeux. « J'ai une équipe juridique à Seattle, mais vous pensez que j'ai besoin d'aide ? » « Pas à Seattle, » répondit-elle avec un petit sourire. Ici, le lendemain matin, ils allèrent ensemble à la mairie. Anna le guida à travers le couloir étroit bordé de photos en noir et blanc de la ville d'il y a un siècle. Elle salua tout le monde par son nom, le présentant à Donna au guichet de la planification. « C'est James, ingénieur et menuisier à temps partiel. » Donna gloussa, prit les papiers et commença à les feuilleter. « Garde-corps de mezzanine au 2e étage. J'aurais besoin d'une feuille de détail supplémentaire. » Nouveau code de l'État, dit Donna, amical mais professionnel. Anna hocha la tête et jeta un coup d'œil à James. Il avait déjà apporté le dessin supplémentaire, roulé dans un tube. La révision se déroula beaucoup plus rapidement que d'habitude. Quand ils sortirent,
la brise marine frappa leur visage avec une saveur salée. James dit doucement, « J'aurais pu engager quelqu'un pour s'en occuper, mais avec vous, cela ressemble moins à une marche à travers les épines. C'est seulement parce que je sais qui ici aime les tartes au citron, le taquina TL. » Il rit, l'un de ces rares sourires qui s'attardaient un peu plus longtemps que prévu. Les soirs, lorsque les lumières LED blanches éclairaient la charpente, ils s'asseyaient ensemble après que l'équipe soit partie. Le bruit de l'océan dérivait, se tissant entre le craquement du bois qui s'installait et le martèlement mesuré des clous. Anna apportait souvent de la soupe chaude ou du pain grillé. James préparait du café dans une cafetière en aluminium cabossé. Une nuit, ils étendirent une couverture sur le premier étage et s'allongèrent, regardant la lumière de la lune filtrer à travers les chevrons non encore recouverts d'un toit. Anna parla de son père, un pêcheur perdu dans une tempête il y a 12 ans. Il aimait la mer, mais la mer l'a pris aussi, dit-elle, ses yeux fixés sur l'horizon sombre. James resta silencieux pendant longtemps avant de lui parler de sa mère, la femme qui avait gardé leur cabane au bord du lac pendant 40 ans, refusant de vendre même si on lui offrait 5 fois sa valeur. Elle disait qu'un foyer n'était pas seulement du bois et des clous. C'était l'endroit où on gardait ses souvenirs, et les souvenirs n'étaient pas à vendre. Ils restèrent ainsi, sans avoir besoin de remplir le silence, juste le bruit des vagues et leur propre battement de cœur régulier à l'intérieur d'un espace qui prenait forme. Un jour, quand elle lui demanda pourquoi il avait choisi de construire si lentement, James fit une pause, appuyé sur son marteau. Parce que chaque morceau de bois que je pose, je veux savoir qu'il tiendra. Une fondation doit être solide pour une maison ou pour l'amour. Si la base est faible, une bonne rafale peut la déchirer. Les mots frappèrent plus profondément que Anna ne voulait l'admettre. Pendant 3 ans, elle s'était habituée à construire des murs autour de son cœur pour le protéger, pour empêcher quiconque de s'approcher trop. Mais sous les lumières du chantier, avec l'odeur du bois fraîchement coupé et la voix basse de James dans l'air, elle réalisa que ces murs commençaient à avoir des fissures. Une semaine plus tard, le permis fut approuvé plus rapidement qu'il ne s'y attendait. James regarda le papier tamponné et sourit de soulagement. « On a gagné une manche, dit-il. Et il y en a beaucoup d'autres à venir, répondit-elle. En sortant du bâtiment, ils tombèrent sur Garrett qui parlait avec quelques habitants. Il eut un sourire poli, mais ses yeux parcoururent James et s'attardèrent sur Anna, un rappel silencieux que le jeu n'était pas terminé. La main de Anna se resserra légèrement sur le bras de James, juste assez pour qu'il le sente, invisible pour les autres. Ce soir-là, alors que les vagues s'écrasaient contre la pointe et que le vent portait du sel dans la charpente nue de la maison, ils s'assirent sur les marches de fortune. Anna pensa à la longue route à parcourir et comprit que la confiance n'était pas née de promesses, mais de nuits comme celle-ci. 2 personnes assises côte à côte, partageant à la fois le silence et les histoires, posant chaque brique, non seulement pour une maison, mais pour quelque chose de plus grand. Ce jour-là, le vent de l'océan apporta un froid inhabituel en ville, comme s'il annonçait une tempête approchante. Anna arriva au chantier plus tôt que d'habitude, prévoyant d'apporter à James une boîte de muffins aux myrtilles fraîchement cuits, encore chauds du four. Il n'était pas là. Le pick-up gris-bleu était parti. Elle entra dans la charpente inachevée de la maison, avec l'intention de laisser la boîte sur la table de travail temporaire. Des papiers, des plans et quelques petites planches étaient posés là où ils l'étaient toujours, mais dans un coin de la table, une enveloppe en papier craft avait été ouverte par le vent. Quelques photographies en noir et blanc en étaient sorties, dispersées sur le plancher en bois nouvellement posé. Anna se pencha pour les ramasser. Au moment où ses doigts effleurèrent le bord d'une photo, son cœur s'arrêta. Sur la photo, James avait l'air d'avoir au moins 10 ans de moins, ses cheveux un peu plus longs, son sourire facile et sans garde. À côté de lui se tenait un autre homme, aux cheveux foncés, avec un sourire acéré et les yeux confiants qu'elle connaissait bien, Richard Garrett. Les deux portaient des costumes, se tenant devant un gratte-ciel en construction, avec des grues et des filets de sécurité orange en arrière-plan. Elle tint la photographie pendant plusieurs secondes, essayant de comprendre pourquoi James aurait une photo aussi amicale avec Garrett, l'homme même qui essayait d'engloutir Gullpoint tout entier. La porte en bois nouvellement suspendue grinça. James entra, sa boîte à outils à la main. Quand il vit la photo dans ses doigts, il se figea comme s'il était bloqué par un mur invisible. « Vous allez m'expliquer ça, n'est-ce pas » demanda Anna, sa voix basse, mais assez tranchante pour couper l'espace entre eux. James posa la boîte et s'approcha. Il ne reprit pas la photo, il expira seulement profondément, comme s'il avait su que ce moment arriverait tôt ou tard. « C'est une partie de mon passé que je ne voulais pas apporter ici. » « Mais elle est déjà là, » répondit-elle,
les yeux toujours fixés sur l'image. Il s'assit sur une chaise en bois qu'il avait lui-même construite, posant ses coudes sur ses genoux. Il y a 11 ans, à Seattle, Garrett et moi étions partenaires dans une grande entreprise de construction. Je m'occupais de l'ingénierie et de la sécurité. Il s'occupait du financement et des contrats. Sa voix baissa, chaque mot lourd comme des clous enfoncés dans le bois. Un projet de condominium de grande hauteur. Garrett a décidé de réduire les coûts de sécurité. Je me suis battu contre lui à ce sujet. Nous avons eu une énorme dispute. J'ai menacé de partir, mais avant que je ne puisse le faire, la dalle du 17e étage s'est effondrée lors d'une coulée de béton. Anna déglutit difficilement. Y avait-il quelqu'un? Ses yeux s'assombrirent. Ma femme, Julia, et notre fils de 4 ans, Ben, étaient sur le site ce jour-là. Julia m'apportait le déjeuner. Ils n'en sont jamais sortis. La pièce devint complètement silencieuse. Anna pouvait entendre l'océan dehors, chaque vague s'écrasant contre la pointe rocheuse comme un marteau frappant à l'intérieur de sa poitrine. J'ai tout perdu en l'espace de quelques secondes, continua James, sa voix rauque. Garrett a utilisé de l'argent et des avocats pour s'en tirer sans encombre. Il a vendu l'entreprise et a disparu de Seattle. J'ai erré pendant des années, mais ensuite j'ai entendu dire qu'il avait commencé à cibler des villes côtières. Quand j'ai appris que Gull Point était la prochaine, je suis venu ici, non pas seulement pour construire une maison, mais pour me mettre en travers de son chemin cette fois. Anna serra la photo plus fort, sentant le bout de ses doigts trembler. Alors, tout ce que vous avez fait. Cette maison, le choix de ce terrain, tout cela fait partie d'un plan de vengeance? James la regarda directement. Je ne le nierai pas, mais c'est aussi une chance de bien faire les choses cette fois, de protéger une communauté avant qu'elle ne soit écrasée. Elle eut l'impression que l'air avait été aspiré de ses poumons. Et moi? Vous aviez l'intention de me traîner là-dedans sans me le dire? Anna, il se leva, réduisant la distance entre eux, sa voix basse. Je ne voulais pas que vous soyez impliqués. Je pensais que si je pouvais vous tenir à l'écart du désordre. Mais vous ne m'avez pas tenu à l'écart, le coupa-t-elle. Vous m'avez fait me tenir à vos côtés à la mairie, vous m'avez fait parler aux gens, tout ça pendant que Garrett regardait. Maintenant, je suis aussi une cible. Quelque chose clignota dans ses yeux, de la douleur, peut-être, mais elle refusa de s'adoucir. La colère, un sentiment de trahison et une profonde compassion pour sa perte, tout cela s'emmêlait dans une tempête qu'elle ne pouvait pas démêler. J'ai besoin de temps, dit Anna, sa voix calme mais ferme. Elle posa la photo sur la table, juste à côté de la boîte encore chaude de muffins aux myrtilles, et se dirigea vers la porte. James ne l'appela pas. Le seul son était le vent, se levant plus fort maintenant, éparpillant quelques plans sur le sol, comme si la tempête avait vraiment commencé. Début mars, le vent de l'océan transportait une morsure salée et vive, comme une coupure au sel. Sur la rue principale, les vitrines des magasins commencèrent à se remplir d'avis juridiques austères, de feuilles blanches froides estampillées de lettres noires audacieuses, avis d'action en justice, et taxes foncières en souffrance. Garrett ne souriait plus lors des réunions communautaires comme il le faisait. Au lieu de cela, son équipe d'avocats apparaissait partout, transportant d'épais dossiers de porte en porte, de magasin en magasin. Il ne frappait pas avec des salutations polies. Il posait des documents sur les comptoirs, désignait des petits caractères et disait « Vous avez entré des informations incorrectes dans votre dossier de 2016. La taxe foncière de l'année dernière n'a pas été payée en totalité. » Des erreurs administratives mineures, parfois aussi petites que cocher la mauvaise case sur un vieux formulaire, étaient maintenant utilisées comme armes. Ceux qui ne pouvaient pas se permettre de se défendre légalement étaient poussés à signer des accords de vente de propriété pour régler les choses rapidement. Anna voyait le tribut chaque jour à la clinique. Madame Collins, une patiente âgée qui venait chaque semaine pour des contrôles de tension artérielle, fondit en larmes au milieu d'un rendez-vous après avoir reçu un avis de poursuite. Tim Harris, le pêcheur à la retraite qu'elle avait autrefois conseillé de conserver son quai pour éviter de perdre sa licence, était maintenant assis en silence, ses mains calleuses tremblant alors qu'il lui disait que ses services publics avaient été coupés pour non-conformité à un nouvel accord de service. Un après-midi, alors que Anna se frottait les mains avant son prochain patient, une infirmière passa la tête et murmura « Quelqu'un demande à vous voir en privé à l'accueil. » Devant, se tenait un homme qu'elle ne reconnaissait pas, vêtu d'un costume sombre, les cheveux lisses et gominés. Il sourit poliment et posa une fine enveloppe sur le comptoir. « Juste un conseil amical, dit-il légèrement.
Ceux qui se tiennent trop près de Monsieur James Marshall ont tendance à avoir des ennuis. Anna ne toucha pas l'enveloppe. C'est une menace. Son sourire ne vacilla jamais. Un rappel, Garrett n'aime pas perdre son temps avec des gens qui ne sont pas impliqués. Puis il partit, laissant l'enveloppe derrière lui. À l'intérieur se trouvait une seule feuille, une photographie de l'entrée de la clinique, clairement prise d'en face, avec les mots imprimés en dessous. Certaines choses sont trop fragiles pour survivre à une tempête. La prise de Anna se resserra jusqu'à ce que les bords du papier se plissent. Elle savait que ce n'était pas à propos d'elle. C'était un message destiné à ses patients, à l'endroit qu'elle considérait comme l'épine dorsale de la communauté. Elle n'avait pas vu James depuis la confrontation au sujet de la photographie, mais maintenant quelque chose d'agité s'agitait en elle. Elle était en colère contre lui, se sentant entraînée dans un combat qu'elle n'avait pas choisi. Pourtant, elle savait aussi que ce que Garrett faisait était réel, calculé et cruel, et si personne ne l'arrêtait, Gullpoint serait dévoré. Tard dans la nuit, lorsque la clinique était sombre, Anna pouvait encore voir la lueur blanche des LED du chantier de James se déverser sur la route côtière. Peu importe à quel point il devait être fatigué, il continuait de travailler, sa haute silhouette se déplaçant entre les lumières comme s'il faisait partie de la structure elle-même. Puis un matin, lorsqu'elle ouvrit la clinique, elle trouva un paquet soigneusement empilé sur le pas de la porte. Plusieurs boîtes de gants médicaux, 2 caisses de gaz stériles et une enveloppe épaisse. À l'intérieur se trouvait une facture payée couvrant toutes les fournitures de la clinique pour les 3 prochains mois, ainsi qu'une courte note manuscrite. Pour que personne n'ait à s'inquiéter de quoi que ce soit quand ils viennent ici. Ses doigts s'attardèrent sur les mots, un nœud de frustration et de gratitude réticente se resserrant dans sa poitrine. James ne s'était pas présenté en personne, n'avait pas offert d'explication. Il l'avait simplement fait discrètement. Garrett, cependant, était tout sauf discret. Son emprise se resserra. Les nouveaux contrats de service public exigeaient des frais de mise à niveau des infrastructures doublant les taux précédents. Certaines familles devaient choisir entre payer l'électricité ou acheter leurs médicaments. Anna vit de jeunes patients abandonner leur traitement parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre l'essence pour se rendre à la clinique. Un soir, alors que Anna fermait à clé, Madame Dawson, l'une de ses patientes, se tenait à l'entrée, hésitante. « Anna, si je leur vends ma maison, au moins j'aurai l'argent pour payer mes traitements. » Les mots la blessèrent profondément. Anna dut déglutir pour faire passer la boule dans sa gorge. « Vous perdrez plus que votre maison, Madame Dawson. Vous perdrez vos voisins, votre communauté. Ne vous précipitez pas. Je trouverai un moyen. » Mais même en le disant, elle se demanda si elle le pouvait vraiment. Dehors, les vagues frappaient le rivage avec une force croissante. Anna savait que la pression montait, non seulement sur la ville, mais à l'intérieur de son propre cœur. Elle pouvait rester à l'écart et laisser James faire face à ce combat seul, ou elle pouvait intervenir, sachant que cela signifiait affronter à la fois Garrett et les fantômes du passé de James. Cette question la suivit toute la nuit, à travers les hurlements du vent à ses fenêtres, jusqu'à ce que la première lumière de l'aube se lève sur la petite ville côtière. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors d'Histoire d'âme, nous vous invitons à rentrer à la maison, là où chaque conte touchant commence par la vérité, l'espoir et le cœur. La brise marine de l'après-midi à Gullpoint portait généralement une saveur de sel douce et un froid agréable, mais aujourd'hui, Anna sentit quelque chose de différent en elle, plus lourd, presque comme si elle l'avertissait que quelque chose allait arriver. La clinique communautaire de la rue principale se dirigeait vers le calme du soir alors que l'horloge approchait de 6 heures. Anna accompagna le dernier patient de la journée, Madame Jensen, une femme dans la soixantaine souffrant de douleurs chroniques au genou, jusqu'à la porte. « Merci, Anna », sourit Madame Jensen, lui serrant légèrement la main. « Demain, je vous apporterai des chaussons aux pommes. »« J'attendrai, » répondit Anna, ses yeux s'adoucissant. Lorsque Madame Jensen disparut au coin de la rue, Anna se retourna à l'intérieur pour ranger. La faible odeur d'antiseptique se mêlait à l'arôme d'herbe du thé qui infusait sur son bureau. Elle rangea soigneusement les dossiers des patients, éteignit les lumières une par une, ne laissant que la faible lueur dorée dans le couloir qui menait à la porte arrière. Le parking arrière était généralement immobile. La lumière des lampadaires tombait en taches brisées sur l'asphalte, scintillant sur les dernières feuilles d'érable de la saison qui tournaient dans le vent. Son VUS argenté était garé à l'autre bout près de la clôture en bois. Anna resserra son manteau et traversa rapidement le parking. Elle cherchait ses clés lorsqu'elle entendit un bruit faible, comme du gravier se déplaçant sous les pieds.
Elle se tourna. Personne. Juste un pick-up noir garé à 30 mètres de là, ses vitres sombres, immobiles. Anna déglutit l'inconfort qui montait dans sa poitrine, se disant que c'était juste le véhicule d'un client du restaurant d'en bas. Au moment où elle se retourna, une main rugueuse se referma sur sa bouche. L'odeur du cuir et de la sueur lui monta au nez. Silence. Une voix basse et glaciale murmura à son oreille. Anna lutta, mais un autre bras se verrouilla autour de sa taille, la traînant vers les ombres. Une fourgonnette sombre ouvrit sa porte latérale devant elle. En quelques secondes, elle fut poussée à l'intérieur. La porte se ferma avec un bruit sec et l'obscurité l'engloutit. Son cœur battait sauvagement, chaque battement martelant contre ses côtes. Elle se força à respirer régulièrement pour éviter de sombrer dans la panique. L'homme assis à sa gauche portait une veste noire, une casquette de baseball tirée vers le bas. Ses yeux froids la parcoururent une fois avant de regarder ailleurs. Le chauffeur ne dit rien, se concentrant sur la route. Ils serpentèrent à travers quelques rues étroites où les lampadaires se faisaient rares. Anna essaya de compter les virages, mémorisant la direction, mais avant longtemps, les routes côtières se brouillèrent toutes, l'obscurité et le bruit lointain et implacable des vagues. La fourgonnette s'arrêta au vieux port, abandonné depuis longtemps. La porte s'ouvrit et l'air froid la percuta. Elle fut tirée dehors, ses talons frappant le béton humide. Devant, se dressait un entrepôt, son toit ondulé rouillé, certaines fenêtres brisées et rafistolées avec du contreplaqué. La puanteur du sel, du bois pourri et de la vieille huile de moteur s'accrochait à l'air. À l'intérieur, la seule lumière venait de fissures étroites dans les murs, traçant de faibles lignes sur le sol. Le rythme régulier des vagues claquant contre la digue résonnait dans la pénombre, un rappel de la distance qui la séparait de la sécurité. Ses escortes la poussèrent vers un coin de l'entrepôt. Une autre silhouette y attendait. Quand il se tourna, Anna le reconnut instantanément, Richard Garrett. Le costume gris impeccable, la cravate soigneusement nouée, les yeux froids et le mince sourire qui ne les atteignait jamais. « Anna, dit-il, son ton doux, comme s'il saluait une vieille connaissance. C'est dommage que nous devions nous rencontrer comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, demanda-t-elle, gardant sa voix aussi ferme que possible. Garrett s'approcha, s'arrêtant juste devant elle. Je veux que James Marshall comprenne qu'il joue à un jeu qu'il ne peut pas gagner, et vous allez m'aider à envoyer ce message. Il sortit son téléphone, composa un numéro et le pressa contre son oreille. James, j'ai Anna. Si vous la voulez en sécurité, venez à l'entrepôt 3 au dock, seul. Vous avez 30 minutes. Il raccrocha, glissa le téléphone et fixa son regard sur elle. Il viendra, et quand il le fera, il comprendra qui contrôle ce jeu. Un frisson froid lui parcourut le dos, mais elle ne le laissa pas paraître. Ses yeux balayèrent l'espace, deux hommes à la porte, se tenant éloignés, la source de lumière à gauche, et à l'autre bout de l'entrepôt, une porte étroite menant à la jetée. Garrett s'assit sur une vieille chaise en bois, croisant une jambe sur l'autre. J'avoue, vous êtes une femme forte, mais tout le monde a une faiblesse. James ne vous laissera pas être blessé. C'est pourquoi je vous ai choisi. Anna serra ses mains, sentant les liens en plastique mordre ses poignets. Elle savait qu'elle devait trouver une ouverture, mais pour l'instant, tout ce qu'elle pouvait faire était de garder son esprit vif et d'espérer que James était assez intelligent pour tourner cette situation à son avantage. Dehors, le vent fouettait plus fort, et les pas de Garrett s'estompaient au loin, chacun faisant avancer l'horloge vers ce qui allait se passer ensuite. Le vent d'ouest de la mer cinglait son visage, transportant le goût brut du sel dans un froid humide et mordant. James serra plus fort le volant du pick-up, les yeux rivés sur la route de gravier qui serpentait vers son terrain à Gullpoint. La voix de Garrett lors de l'appel raclait encore ses pensées comme du métal sur de la pierre. Seul. 30 minutes. Garrett voulait qu'il vienne seul, mais Gullpoint n'avait jamais été un endroit où quelqu'un affrontait des ennuis seul. Alors que le camion roulait sur sa propriété, la charpente en bois de la nouvelle maison s'élevait contre l'après-midi gris. James ne la regarda pas. Ses yeux étaient fixés sur le coin nord, où le vieux clocher se tenait encore. Défiant le vent et les embruns. Il n'était pas grand, à peine plus de 3 mètres, du cèdre gris patiné par l'âge, surmonté d'une cloche de bronze marquée par la rouille comme de vieilles blessures. Il était là depuis la fin du XIXe siècle, lorsque les ancêtres de la communauté de pêche l'utilisaient pour signaler les tempêtes, appelées à l'aide ou rassembler la ville. Les codes de la cloche avaient été transmis de génération en génération. Un long coup, pour rassembler la communauté. 2 courts coups,
un navire qui revient. 3 longs coups. Danger imminent, venez armés. James connaissait le code parce que son grand-père le lui avait enseigné, avec un seul avertissement, ne sonne jamais 3 longs coups à moins d'avoir vraiment besoin de toute la ville à tes côtés. Aujourd'hui, il en avait besoin. Il monta les marches en bois, ses mains rugueuses se refermant sur la corde effilochée. Sa poitrine se gonfla alors qu'il versait chaque once de peur, de fureur et de détermination dans la première traction. Gong. Le son profond vibra à travers ses côtes. Gong. Le second roula à travers les pins, au-delà du bord de la falaise, et sur les vagues. Gong. Le troisième s'étira long et aigu, coupant à travers la brume marine, impossible à confondre. 3 longs coups. Danger imminent. James relâcha la corde et laissa le son se fondre dans le vent. Dans son esprit, il pouvait déjà se l'imaginer. Au café du bord de route, quelqu'un posant son café avec un regard vif. Dans l'atelier de réparation, un moteur devenant silencieux alors que les mécaniciens échangeaient des hochements de tête et attrapaient des battes de baseball ou de vieilles carabines de chasse. Il fallut moins de 10 minutes pour que les premiers moteurs vrombissent vers lui. La vieille Ford de Tom Harris apparut en premier, sa peinture bleue délavée cachant un moteur toujours solide. La fourgonnette des Price suivit, le coffre rempli de lampes de poche, de cordes et de couvertures de premier secours. Lucas, le propriétaire de la scierie, arriva avec un porte-outils lourd dans la benne de son camion. James descendit du clocher et se dirigea vers eux. Dans la lumière déclinante, le cercle de personnes grandit rapidement. Personne ne demanda ce qui s'était passé. Ils avaient entendu la cloche, et c'était suffisant. Garrett à Anna, dit James, sa voix basse mais incisive. Il la détient dans l'entrepôt 3 au vieux dock. Il veut que je vienne seul. La prise de Lucas se resserra sur la sangle de son marteau, ses yeux lançant des éclairs. On ne le laissera pas la toucher. Madame Dawson, appuyée sur sa canne au premier rang, ses mains tremblantes mais ses yeux féroces, dit « Cette fille m'a sauvé la vie plus d'une fois. Maintenant, c'est à notre tour de sauver la sienne. » Une vague d'approbation parcourut le groupe. Sans beaucoup de discussion, ils se répartirent les tâches. James mènerait le groupe principal par l'avant pour attirer l'attention. Lucas et 3 autres feraient le tour par l'arrière pour couper l'accès à la jetée. Tom, les Price et 2 jeunes hommes bloqueraient les sorties latérales. James ouvrit le haillon du pick-up, sortant une arme de poing légalement enregistrée et une lampe de poche puissante. Il n'aimait pas la violence, mais il savait que Garrett ne s'arrêterait pas à moins d'être arrêté là. Alors que les autres se préparaient, James regarda vers la mer. L'eau s'assombrissait, les vagues blanches s'écrasant contre la pointe rocheuse, projetant des embruns hauts comme le rugissement d'une foule invisible. Dans son esprit, le visage de Anna clignota, son sourire tranquille dans l'embrasure de la porte avec un bouquet de tulipes jaunes, le contact de sa main sur son épaule, ferme et sûr. « Tiens bon, Anna, j'arrive. » Le convoi quitta Gullpoint avec les phares tamisés, des formes fantomatiques glissant ensemble sur la route. Le bruit du moteur se mêlait au rythme des vagues, tendu comme une corde d'arc. Au volant, les mains de James étaient fermes, mais ses yeux portaient une tempête. Le son de la cloche s'était estompé au loin, mais son écho martelait toujours dans sa poitrine, non seulement un appel à l'aide, mais la promesse tacite d'une ville, nous ne laisserons personne affronter les choses seules. L'air à l'intérieur de l'entrepôt abandonné sur le quai était épais, comme si même le sel de la mer avait été chassé. Les fenêtres hautes et étroites, leurs verres gravés et obscurcis par des années de sable soufflé par le vent, ne laissaient passer que de minces rubans de lumière du soleil fatigué. Des particules de poussière flottaient et disparaissaient dans les ombres. L'odeur mélangée de vieille huile, de bois pourri et de moisissures humides s'accrochait à la gorge d'Anna, faisant de chaque respiration une sensation de pointe. Elle était attachée à un poteau en bois rugueux, la corde serrée si fort que ses mains étaient devenues insensibles depuis longtemps. Une bande de tissu coincée sur sa bouche forçait sa respiration en traction peu profonde et douloureuse. Elle a essayé de garder ses pensées stables, mais son pouls tambourinait quand même, non pas par peur de l'obscurité, mais parce qu'elle savait que Garrett ne faisait jamais rien sans un plan. Il se tenait à quelques mètres de là, son ombre étirée sur le sol taché d'huile. Le costume gris ardoise, les chaussures noires luisantes, ils avaient l'air absurdement propres sur le fond des boiseries boursouflées et des poutres rouillées. Ses yeux étaient vifs et glaciaux, dépouillés de la fausse chaleur qu'ils portaient lors des réunions communautaires. Des pas ont fait l'écho depuis l'entrée principale, lents, lourds, délibérés, chacun raclant les nerfs d'Anna. La porte s'est ouverte en grand. James est entré, grand, les épaules carrées sous une flanelle délavée,
les avant-bras nus saupoudrés de poussière de travail, le jean marqué de grains. La lumière de la porte a coupé à travers les lignes dures de son visage, s'accrochant dans les yeux gris orageux qui ont jeté un coup d'œil vers elle pendant moins d'un battement de cœur, mais assez pour l'ancrer comme une amarre dans une mer agitée. Laisse-la partir, sa voix a roulé, basse et stable, pas forte, mais plus que suffisante pour fendre l'air vicié de l'entrepôt. Le sourcil de Garrett s'est levé. Une courbe sans humour a plié sa bouche. D'abord, signe ceci. Il a posé une liasse de papier sur une table abîmée entre eux et a poussé un stylo vers l'avant. Transfère la propriété de Gullpoint, tout de suite, et l'infirmière s'en ira en un seul morceau. James a avancé de quelques pas, maintenant la distance. Vous pensez que je vais croire la parole d'un homme qui a fait s'effondrer tout un projet juste pour économiser un sou? Garrett a haussé les épaules d'un air presque ennuyé. Crois-moi ou non, l'horloge tourne, et elle, son regard à couper vers Anna, n'a pas beaucoup de temps. La colonne vertébrale d'Anna s'est tendue. Elle a cherché dans les yeux de James une trace de plan, mais il a simplement bougé avec un calme délibéré, soulevant le stylo et le tournant entre ses doigts, comme s'il pesait le choix. Avant que je ne signe, a dit James lentement, dis-moi que la courte pointe que ma grand-mère t'a donnée. Tu l'as toujours? Anna a cligné des yeux. Courte pointe. Elle se souvenait que James avait mentionné une fois que dans le vieux code de sauvetage de Gullpoint, un carré rouge au centre qui ne s'estompe jamais était un signal. Danger, l'équipe est prête à agir. Garrett a reniflé. Tu t'accroches encore à ces superstitions de l'arrière-pays? Les épaules de James ont roulé dans un léger haussement d'épaule, ses yeux ne quittant jamais ceux de Garrett. Elle m'a dit que le carré rouge est le cœur, la partie qui ne s'estompe jamais, peu importe le nombre d'années qui passent. C'est à ce moment qu'Anna l'a entendu, des sons faibles à l'extérieur, le craquement de gravier sous des bottes, le tintement métallique de l'équipement qui se déplace, le fracas des vagues qui frappent le quai plus fort que d'habitude. Pas seulement James. Une sirène de police perçante a fendu l'air, brisant le calme. Des cris ont retenti de plusieurs directions. L'enfer? La tête de Garrett s'est tournée. Il a grogné un ordre aux deux hommes près des portes. Verrouillez tout. Mais ils étaient trop tard. La porte latérale a grincé et s'est écrasée vers l'intérieur, les gonds hurlant, des faisceaux de lumière de poches blanches ont fendu la pénombre. Bureau du shérif, déposez vos armes. La voix du shérif Cole a fendu le chaos. Pas de place pour la discussion. L'un des hommes de Garrett a sorti un pistolet et a tiré. Le bruit de 3 coups a ricoché contre les poutres. Des éclats de bois ont plu des chevrons. L'odeur de la poudre a mordu l'air. À l'extérieur, des tirs de riposte ont jailli contre les murs ondulés. Garrett s'est élancé vers Anna, passant un bras autour de sa gorge, la traînant devant lui comme un bouclier. Son souffle a brûlé contre son oreille, entremêlé d'alcool et de fumée viciée. La corde a mordu plus profondément dans ses poignets. Sa vision a nagé. James a fait un pas en avant, sa prise se resserrant autour du stylo comme s'il jaugeait le moment. Laisse-la partir, Garrett. Ce n'est pas Seattle. Vous ne pouvez pas vous en sortir en achetant votre chemin ici. La prise de Garrett s'est resserrée. Signez-le. La seconde suivante s'est fracturée en pur instinct. James s'est décalé vers la gauche comme pour placer le stylo sur la table, puis a levé son bras et l'a lancé droit sur le visage de Garrett. L'homme plus âgé a tressailli, desserrant sa prise pendant juste un instant. James a percuté vers l'avant, libérant Anna et faisant perdre l'équilibre à Garrett. Un pivot vif et une poussée de l'épaule l'ont envoyé s'écraser au sol. Le pistolet a glissé sur le béton. Le shérif Cole et 2 adjoints ont fait irruption, désarmant et immobilisant les autres. Garrett s'est battu comme un animal acculé, mais des menottes en acier se sont refermées sur ses poignets, froides et définitives. Anna a trébuché, les genoux faibles, mais James l'a rattrapé. La première chose qu'il a faite a été d'arracher le bâillon de sa bouche. Ses yeux balayant son visage. « Tu vas bien ?» Elle a hoché la tête en tremblant. « Tu n'es pas venu seul. » Sa bouche s'est légèrement incurvée, bien que la tension dans son regard ait persisté. « Je t'ai dit que la fondation doit être solide pour une maison et pour celle que tu aimes. » Elle a tourné la tête. À l'extérieur, le balayage de lumière rouge et bleue peignait la mer nocturne en éclairs. Au-delà du cordon des adjoints, elle les a vus, les gens de Gullpoint. Madame Dawson dans son manteau tricoté usé. Lucas s'appuyant sur sa canne. Les Price se tenant la main. Tom Harris courbé, mais stable.
Ils n'ont pas applaudi ni salué. Ils sont juste restés là, silencieux et inflexibles, comme un brise-lames retenant la marée. Le vent était toujours froid, mais Anna a senti de la chaleur se répandre dans sa poitrine. Elle a compris maintenant, elle avait été sauvée non seulement par un homme, mais par une communauté entière qui refusait de laisser quiconque derrière. Ce matin-là, le ciel de Gullpoint avait l'air d'avoir été nettoyé après une nuit de pluie de printemps. Des nuages blancs flottaient paresseusement, s'écartant pour révéler un doux fond bleu. Les premiers rayons de soleil ondulaient sur la mer qui murmurait doucement, dorant les vagues d'un éclat d'or. L'air était riche de l'odeur du sel et de l'herbe fraîchement coupée. La brise passait à travers les pins, leurs branches murmurant comme un chœur d'applaudissements. La nouvelle maison de James se dressait sur un terrain qui avait autrefois été abandonné, maintenant transformé en le cœur battant de la communauté. La peinture ivoire épousait le cadre en bois chaud, les tuiles de toit en argile rouge se fondant parfaitement avec la terre et le ciel. De larges fenêtres étaient ouvertes pour inonder chaque pièce de lumière. Depuis la route côtière, vous pouviez encore voir le clocher sur le coin ouest, le même dont la cloche de bronze avait sonné la nuit où Anna a été sauvée, maintenant un symbole de solidarité et de force. Mais la partie la plus remarquable ne résidait pas dans la beauté extérieure de la maison. Au moment où vous franchissiez la porte d'entrée, vous saviez que c'était plus qu'une maison privée. À droite se trouvait l'espace de vie familiale de James et Anna, un salon confortable avec une cheminée en pierre, une grande étagère remplie de romans et d'albums photos, et des fauteuils rembourrés en laine à motif qu'Anna avait personnellement choisi. À gauche, séparée par une cloison coulissante en verre et en bois, se trouvait la salle communautaire, un espace que James avait insisté pour construire. La salle communautaire avait des planchers en érable, des murs peints en crème et de larges fenêtres qui s'ouvraient à la brise de l'océan. Un mur contenait un tableau d'affichage annonçant les réunions de la ville, les horaires des cours d'habileté et des photos des dîners communautaires passés. De longues tables, construites à partir de bois de récupération, remplissaient le centre, assez large pour asseoir tout le monde épaule contre épaule. Une étagère de coin était remplie de tout, des kits de bateaux modèles et des fournitures d'art au panier de fil et de crochets. Le mercredi après-midi, la pièce devenait une salle de classe de partage de compétences. Lucas enseignant la réparation de filets, Madame Dawson démontrant la cuisson du levain, les Price donnant des leçons de jardinage biologique. Le week-end, elle se transformait en toile de fond pour des dîners communautaires. Des marmites fumantes de chaudrée de fruits de mer, des pains fraîchement cuits, des enfants se précipitant entre les tables, les rires des adultes se mêlant au rythme régulier des vagues à l'extérieur. Anna avait aimé la pièce depuis le premier croquis sur papier. Elle gardera cette ville connectée longtemps après que Garrett et les hommes comme lui seront partis, avait-elle dit, et James avait simplement hoché la tête parce que c'était exactement ce qu'il voulait aussi. Dans leur aile privée, la vie avait changé de façon spectaculaire depuis le jour où James a posé la première planche. Fini les longs silences et la distance prudente entre eux. Maintenant, Anna se levait tôt pour faire du café pendant que James s'occupait du petit déjeuner. L'odeur des crêpes, le murmure de la mer et les rires calmes des enfants étaient devenus la bande sonore du matin de la maison. Ces enfants étaient les trois qu'ils avaient récemment adoptés du système de placement, trois vies autrefois séparées maintenant liées par un foyer partagé. Mia, l'aînée à 11 ans, était réservée mais observatrice, ses yeux sombres prenant toujours tout en compte. Caleb, 9 ans, était un tourbillon d'énergie, portant toujours le petit couteau à sculpter que James lui avait donné, apprenant à sculpter le bois de la même manière que James. Et Lily, la plus jeune à 6 ans, avait des cheveux comme des boucles douces de nuages et une voix si pure qu'elle pouvait faire taire une pièce juste pour l'écouter. Leur premier jour à la maison, les trois s'étaient déplacés timidement sur les planchers de bois poli. James s'est accroupi à la hauteur de Lily et lui a offert une petite chaise berçante. « Je l'ai faite pour toi » a-t-il dit, sa voix grave et chaleureuse. Les doigts de Lily ont tracé le grain, ses yeux écarquillés. Mia a reçu une étagère à sa taille avec un compartiment secret. Caleb a eu un kit de sculpture pour débutants, le manche en bois sculpté d'un grand C. James a gardé son habitude de fabriquer quelque chose pour chaque membre de la famille à la main. Ce n'étaient pas seulement des objets fonctionnels, il portait sa patience et son affection dans chaque coupe, chaque couche d'huile. Anna aimait taquiner que chaque pièce avait son propre battement de cœur. Un après-midi d'automne, avec le soleil qui se penchait à travers les pins et la mer qui devenait argentée, Anna est entrée dans l'atelier de James. Il lissait la surface d'une grande dalle de bois. « C'est pour qui ?» a-t-elle demandé. Il a souri sans lever les yeux. « Pour nous tous. Une table de salle à manger assez grande pour que, chaque fois que la communauté en a besoin, nous puissions inviter tout le monde à s'asseoir ensemble. »
Les mots l'ont rendue immobile. Elle s'est souvenue des jours où Gareth tenait la ville en état de siège, où tout le monde s'était enfermé, gardant son propre lopin de terre. Maintenant, sous ce toit, ils n'étaient plus des individus dispersés, mais une famille tissée ensemble comme un seul filet. Cet hiver-là, ils ont organisé leur premier dîner de Noël dans la maison côtière. Le vent au large était vif, mais à l'intérieur de la salle communautaire, le feu flamboyait et une lumière jaune chaude se répandait sur chaque visage. Sur la nouvelle longue table, l'œuvre de James, des plateaux de poulet rôti, de purée de pommes de terre, de légumes braisés et le pain de Madame Dawson remplissaient l'espace entre les gens qui se penchaient pour parler. Mia a lu un poème de Noël qu'elle avait écrit à l'école. Caleb a montré un nouveau bateau modèle qu'il avait construit. Lily a chanté une berceuse qu'Anna lui avait apprise. Les applaudissements ont parcouru la pièce, se pliant dans le léger silence des vagues au-delà des fenêtres, une musique que seul le poing des mouettes pouvait faire. À l'extrémité de la table, James a regardé Anna aider Lily à servir plus de soupe. La chaleur s'est répandue de sa poitrine à ses doigts. Quand Anna a levé les yeux, leurs regards se sont rencontrés, et à ce moment-là, il a su que chaque chemin qu'il avait parcouru, chaque perte qu'il avait endurée l'avait conduit ici. À l'extérieur, le clocher gardait sa veille silencieuse. La cloche n'avait pas sonné depuis cette nuit, mais pour James et Anna, ce n'était plus seulement un appel à l'aide. C'était devenu une promesse. Peu importe les tempêtes qui pourraient arriver, cette maison, cette communauté et cette famille se tiendraient. Le jour du mariage de James et Anna est arrivé après un printemps radieux au point des mouettes. La petite ville semblait réveillée par les fleurs sauvages le long de la route, le cri des mouettes et les matins inondés de soleil. Dès l'aube, voisins et amis se sont rassemblés autour de la maison côtière pour se préparer. Il n'y avait pas de personnel embauché, seulement des mains volontaires. Madame Dawson a pris en charge le gâteau de mariage, Monsieur Lucas a construit l'arche florale et un groupe d'adolescents a décoré les longues tables avec des coquillages et des fleurs de hêtre. Anna portait une simple robe blanche en soie douce, ajustée à la taille et tombant légèrement jusqu'à ses chevilles. Sur ses cheveux reposait une couronne de souffle de bébé, tissée par les mains minutieuses de Mia. Quand elle est montée sur le porche, elle a vu James attendre sous l'arche face à la mer. Le costume bleu marine a aiguisé le gris acier de ses yeux. Son sourire la faisait à la fois trembler et se sentir en sécurité, le sourire d'un homme qui avait trouvé son havre de paix. La cérémonie a eu lieu à l'extérieur, dans la grande cour avant de la maison côtière. Le rythme régulier de l'océan a servi de musique, la brise transportant du sel et l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Amis, voisins et tous ceux qui s'étaient autrefois tenus ensemble contre Gareth étaient là. Chaque personne était un morceau de l'histoire, un gardien des souvenirs qu'ils avaient forgés. Lorsque le ministre a demandé « Vous prenez-vous l'un l'autre tant que vous vivrez tous les deux ?» Ils ont répondu « Oui » à l'unisson, leur voix stable et sûre. Des applaudissements ont éclaté, se mêlant au long son résonnant du clocher, non pas une alarme, mais une annonce à toute la ville. Un nouveau chapitre avait commencé. Le festin de mariage était le plus grand dîner communautaire à ce jour. De longues tables étaient disposées en forme de U, drapées de tissu blanc et recouvertes de plats apportés par chaque foyer, huîtres grillées, chaudrées fumantes, tartes aux pommes, salades de jardin croustillantes. Les enfants couraient dans le sable, leur rire résonnant, les adultes levaient des verres et échangeaient de vieilles histoires. James et Anna n'étaient pas le seul centre d'attention, mais une partie du cercle plus large de la parenté. Quelques semaines plus tard, une autre surprise est arrivée. Un matin, Anna se tenait dans la salle de bain, fixant le test de grossesse dans sa main, 2 lignes rouges claires. Son cœur battait la chamade, des larmes montant avant qu'elle ne puisse nommer ce qu'elle ressentait. Il y a des années, des médecins lui avaient dit que les chances de concevoir étaient minces. Elle avait fait la paix avec cela, trouvant de la joie dans les enfants qu'ils avaient adoptés. Mais maintenant, dans ce moment ordinaire et ensoleillé, la vie avait tranquillement livré un cadeau. Elle est entrée dans le salon, où James était assis, esquissant des plans pour un nouveau berceau. Sans un mot, elle a placé le test sur la table devant lui. Il a cligné des yeux, a levé les yeux, et dans ses yeux, elle a tout vu à la fois, l'étonnement, la joie, la gratitude et une touche d'émerveillement. Se levant, il l'a tiré dans ses bras et a chuchoté, « Nous construisons quelque chose d'encore plus grand maintenant. » La nouvelle s'est répandue rapidement dans la ville. Tout le monde a offert quelque chose. Madame Dawson a tricoté une couverture douce. M. Price a promis de fabriquer une balançoire en bois pour le jardin. Les adolescents se sont portés volontaires pour repeindre la clôture, afin que le nouveau bébé ait un endroit sûr pour jouer. Cet été-là,
James et Anna ont décidé d'organiser un pique-nique au bord de la mer, non seulement pour célébrer l'enfant à venir, mais pour honorer la famille qu'ils avaient construite, à la fois par le sang et par le cœur. Le matin du pique-nique, le ciel était d'un bleu immaculé, la lumière du soleil dispersant des diamants sur les vagues. Les portes de la maison côtière étaient grandes ouvertes. James a grimpé au clocher, a saisi la corde et a tiré, non pas 3 sonneries urgentes, mais 2 carillons clairs et résonnants. Le vieux code de la côte de l'Oregon pour rassemblement pour la célébration. Le son a parcouru la ville. Les portes se sont ouvertes. Les pas se sont accélérés. Des groupes de personnes se sont rendus à la plage, portant des paniers de nourriture et tenant la main de leurs enfants. Sur le sable, de longues tables avaient été installées parallèlement à la mer, recouvertes de linge blanc et décorées de coquillages et de pots de fleurs qu'Anna avait arrangées elle-même. Le pique-nique a commencé avec des rires et l'odeur de la bonne nourriture. Des coquilles Saint-Jacques grillées à l'ail, du saumon fumé, du pain fraîchement cuit, des salades de concombres croustillantes. Les enfants faisaient voler des cerfs-volants dans la brise. De vieux hommes jouaient aux échecs sous des parasols. Les mères discutaient à côté des poussettes. À mi-chemin, James s'est levé, levant un verre de limonade. Quand je suis venu au point des mouettes, je pensais que je construisais juste une maison, a-t-il dit. Mais aujourd'hui, en regardant autour de moi, je réalise qu'un foyer n'est pas du bois, de la brique ou des tuiles de toit. Le foyer est ici. Il a fait un geste vers le cercle de personnes rassemblées, là où il y a de l'amour, de la confiance et une communauté qui se tient ensemble. Les doigts d'Anna se sont resserrés autour des siens, un sourire réchauffant son visage. Elle pouvait sentir son battement de cœur à travers le lien de leurs mains. Elle savait que, quoi que l'avenir apporte, tempête ou calme, ils avaient une fondation assez solide pour tenir. Alors que le soleil se couchait vers l'ouest, dorant la mer, les enfants peignaient le rivage pour trouver des coquillages tandis que les adultes se rassemblaient autour des tables, leurs conversations et leurs rires se tissant dans le son des vagues. Et quand la cloche de bronze a sonné une fois de plus, cette fois, pour appeler tout le monde pour la plus grande tarte que Madame Dawson ait jamais cuite, Anna a levé la tête, pensant, c'est le foyer dont j'ai rêvé.